Bienvenue à ce forum régional sur les engagements de conservation pour les plans régionaux des milieux humides et hydriques. Donc, on parle pour nous, à l'interne, on parle de la deuxième partie du forum régional destiné aux citoyens. Je m'appelle Lauriane Dano, je suis directrice générale d'Environnement Mauricie. Et Environnement Mauricie est responsable de coordonner tout le volet de concertation régionale. Donc, avec ma collègue Valérie Collin d'Environnement Mauricie, on est les organisatrices là, du forum, mais on est aidé aussi par d'autres organismes de l'environnement, donc des OBV. On a Marie-Ève de la Samba, on a Stéphanie Chabrun de BVSM, Guillaume Delaire du comité ZIP Les Deux Rives. C'est ça pour le consortium. On a aussi des représentants des MRC là, qui sont avec nous. Donc, Dominique à Trois-Rivières, Yannick Masquinongé. Et voilà, je pense que j'oublie personne. Les autres, vous êtes vraiment ici à titre de citoyens. Puis, merci beaucoup d'être des nôtres. Pour le bénéfice d'un bon déroulement, là, je vous informe que la rencontre elle est enregistrée pour permettre à des citoyens qui ne pouvaient pas être présents là, de réécouter. On vous invite à avoir vos micros en sourdine, comme vous le faites. Comme on est un petit groupe, là, si jamais vous avez des questions, vous pouvez le signifier dans la zone de clavardage ou activer votre micro. Là, je pense qu'il n'y aura pas de problème de bruit majeur, outre le chien d'Hélène, mais qui semble contrôler la situation. La présentation que vous allez voir, on pourra vous la partager à la suite du forum, là, si jamais vous voulez reconsulter là, les documents. Donc, voilà. Avant qu'on commence, je tiens à préciser quels sont les objectifs de l'activité de ce soir. Tout d'abord, d'organiser un forum régional, ça vise à informer, donc expliquer la démarche des plans régionaux, des milieux humides et hydriques, quels sont les enjeux que chacun doit relever durant l'exercice et un aperçu aussi des résultats qui sont visés. L'objectif, c'est aussi de consulter. Donc, ce soir, c'est la population qu'on veut consulter afin de l'entendre avant que des décisions soient prises par rapport à des grandes orientations là, qui pourraient influencer là, les MRC dans leur plan. Et le troisième objectif, c'est de comprendre, je mets le symbole des MRC parce que c'est elles qui doivent qui ont la responsabilité de réaliser cette démarche-là, mais c'est de voir quels sont les volets qui font le plus consensus en Mauricie dans le but de trouver des orientations là, qui puissent se refléter, peu importe le territoire, mais qu'il y ait une certaine harmonisation à l'échelle régionale. Donc, avant de commencer, dans la zone de clavardage, je vais vous mettre un hyperlien pour une question brise-glace. Donc, là, quand j'ai dit qu'il y avait un peu des questions que je posais aux gens qui arrivaient, là, que je dévoilais un peu mes punchs. Bref, cliquez sur l'hyperlien dans la zone de chat et je vous invite à répondre à la question que vous allez voir. Et en faisant le partage d'écran, dans le fond, je projette les réponses en direct des gens. Donc, la première question, pour qu'on sache un peu, on a qui parmi nous ce soir. Vous êtes de quel territoire? Donc, la Mauricie compte 6 territoires, comme vous le savez sans doute, 3 MRC, Masquinongé, Deschenaux, Mekinac, 2 villes, Shawinigan, Trois-Rivières, et l'agglomération de Latuc, presque aussi grande que la Belgique. Donc, on aime beaucoup se le rappeler dans la démarche des milieux humides et hydriques parce que ça fait un très vaste territoire à couvrir pour cette démarche. Donc, les réponses entrent au fur et à mesure. Il me semble qu'il y a quand même plus que 4 personnes, là. Donc, il y a 3 territoires qui semblent être plus représentés. Monsieur Jean qui semble être de Shawinigan, mais on dirait que sa bulle apparaît autrement. Donc, merci. Deuxième question pour vous.
Quelle est votre motivation à être des nôtres ce soir? Vous informer, vous exprimer ou simplement être en excellente compagnie? C'est une option. Je n'ai pas mis de toutes les options, mais je devine qui va mettre en excellente compagnie, c'est-à-dire ceux qui rient en ce moment. Mais en fait, de distinguer s'informer versus s'exprimer, c'est qu'il y a des gens qui ont des choses à dire au sujet des milieux humides et hydriques et d'autres qui sont simplement curieux de savoir qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le cadre réglementaire qui est en train de se mettre en place. Donc, parfait, je vois que m'informer est majoritaire, donc ça va justifier ma longue présentation. Vous allez être servi. Non, sans blague, j'ai essayé d'être quand même brève dans le choix de contenu. Donc, laissez-moi réactiver tout ça. Voilà, brise-glace, c'est fait. Plan de déroulement pour la soirée. En fait, je vais juste réactiver mes pages. Donc, comme je vous disais, là, il y a une bonne partie qui est réservée à la présentation de la démarche. Qu'est-ce que c'est le plan régional des milieux humides et hydriques? Pourquoi il y a cette démarche-là qui est en cours? Quelles sont les solutions que propose le PRMHH et comment on procède pour le réaliser? Il y aura une période de questions, donc elle est quand même importante. L'idée, c'est de vous permettre de vraiment bien comprendre la démarche. Je serai assistée des gens qui sont très impliqués dans la réalisation de la démarche pour vous répondre. Et le volet consultation, c'est un volet consultation en ligne. Donc, je vais prendre quand même le temps de vous le contextualiser. Essentiellement, c'est un formulaire qu'on va mettre à votre disposition. Vous pourrez prendre le temps d'y répondre à votre rythme. Alors, avant de commencer, je trouve que c'est quand même important qu'on s'entende sur de quoi on parle. C'est une définition très sommaire, là, vous le constaterez. Mais quand on parle des milieux humides et hydriques, généralement, on conçoit qu'il y a deux types de milieux. Donc, par rapport aux milieux humides, on fait référence aux étangs, les marais, marécages, tourbières. Et milieux hydriques fait référence aux ruisseaux, rivières, lacs, fleuves et sa plaine inondable. Ce que ces milieux-là ont en commun essentiellement, c'est qu'on retrouve des plantes qui aiment l'eau, donc on dit des plantes hydrophytes, et des sols qui sont régulièrement saturés en eau, donc des sols hydromorphes. Ce qui peut arriver, c'est des zones où est-ce qu'il n'y a pas d'eau, mais c'est quand même considéré comme un milieu humide. Donc, par moment, il y a une saturation d'eau, mais des fois, il y a une certaine confusion ou un certain débat à savoir est-ce que c'est un milieu humide réellement ou non. Donc, ce n'est pas toujours si clair ou si simple là, à tracer comme ligne. Donc, allons-y. Les plans régionaux des milieux humides et hydriques, qu'est-ce que c'est? Excuse-moi, Lauriane, est-ce oui? que tu avais un PowerPoint? Vous ne le voyez pas? Non, c'est ça que j'étais en train de me dire. Merci beaucoup, Valérie. Merci vraiment, hein, parce que ça aurait pu être longtemps, tout ça. Oui, c'est ça, je me disais. C'est Donc, bon, on le voit, là. OK, hey, je vous montre ce que vous avez raté. Voici les milieux humides et hydriques, mais c'est presque, puis bon, hein, le déroulement, mais ça, vous avez bien compris. Donc, voilà, qu'est-ce que c'est? Donc, les plans régionaux des milieux humides et hydriques, c'est une démarche qui est une réflexion stratégique à l'échelle d'une MRC. Le but de cette démarche-là, c'est de s'assurer qu'on intègre la conservation des milieux humides et hydriques dans la planification durable de l'aménagement du territoire. Il s'agit d'une obligation. Donc, en 2017, le gouvernement du Québec a procédé à une réforme de tout ce qui est encadrement juridique autour de la conservation de ces milieux humides et hydriques-là. Et toutes les MRC, dans le fond du Québec, ont jusqu'au 16 juin 2022 pour réaliser leur plan. Pourquoi une telle démarche elle est en cours en ce moment?
En fait, le territoire est vulnérable à différents épisodes en lien avec le climat. Les inondations, l'érosion des berges et les sécheresses prolongées font partie des drames que nos collectivités subissent. Puis, c'est des drames qui coûtent cher à la société. Euh, et parmi les causes, évidemment, tout ne s'explique pas par la perte des milieux humides et hydriques, mais quand même, il y a tout ce qui est pression exercée par le développement du territoire, donc pression anthropique par les activités humaines. Et à l'échelle mondiale, comme au Québec, là, il y a une perte qui est très importante des milieux humides et hydriques. Pour le Québec, là, durant la période de 1990 à 2011, on estime là, à 19 là, de ces milieux-là qui ont été soit perdus ou dégradés. Et quand on perd ces milieux-là, bien, on perd aussi les fonctions écologiques qu'ils nous apportent à la collectivité et ça rend les territoires plus vulnérables. Donc, il y a des impacts sur les finances publiques de perdre des milieux humides et hydriques comme ça, notamment sur le fait que leurs fonctions écologiques permettent de filtrer l'eau. Tout ce qui est traitement d'eau potable, les municipalités payent pour traiter, pour rendre l'eau potable. Donc, si on perd de plus en plus de milieux humides, bien, on peut s'attendre à possiblement avoir un impact à cet égard-là. Il y a des problèmes de santé avec les changements climatiques, la qualité de l'air, l'augmentation de gaz à effet de serre aussi. Ça fait partie des problèmes qu'on rencontre. Puis les milieux humides et hydriques, bien, ils permettent de séquestrer, donc de capter le carbone et nous rendre ainsi ce service. Sur le plan des finances publiques, bien, quand il y a des problèmes d'inondation, des pertes de valeur par rapport à des terrains résidentiels, pas dans tous les cas, mais dans certains cas, il y a des dédommagements qui sont offerts et c'est les finances publiques qui payent en partie ces dédommagements. Donc, les fonctions écologiques, sans aller trop en détail, en fait, c'est que ces milieux-là nous rendent service. Donc, en filtrant l'air, en filtrant l'eau, en étant des réserves de biodiversité qui sont essentielles pour tout ce qui est pollinisation et agriculture. Bref, les milieux humides et hydriques contribuent à augmenter la résilience des terres, qu'elles soient agricoles, forestières, même urbaines, en plus de contribuer à la lutte et à l'adaptation au changement climatique. La lutte, d'une certaine manière, parce qu'en fait, dans la séquestration du carbone, bien, ça permet de réduire la quantité qu'on retrouve dans l'air. Puis, au niveau de l'adaptation des changements climatiques, bien, quand il y a des fortes pluies, c'est des milieux qui agissent comme des éponges. Donc, ils permettent une certaine rétention de l'eau en amont de certains territoires. Quelles solutions propose le PRMHH donc, dans tout ce contexte? En fait, le but, c'est de se doter d'une vision d'ensemble pour créer une cohabitation harmonieuse entre le développement du territoire et la conservation des milieux humides et hydriques. Donc, concrètement, le PRMHH, bien, il sert à ce que les collectivités puissent bénéficier le plus possible des fonctions écologiques de ces milieux et tirer les avantages d'une planification durable du territoire. Donc, déjà là, je suis prête à vous résumer là, une vision macro. Là, le problème qu'on a, c'est la perte de ces milieux humides et hydriques qui contribuent à rendre le territoire vulnérable. La solution, c'est de les intégrer dans la planification de l'aménagement durable du territoire. Et le moyen est en fait de se doter d'un outil décisionnel, le PRMHH, pour concilier quels sont les endroits sur le territoire pour lesquels on se dit, là, on va de l'avant avec un développement et à quel endroit on se dit, là, ça, on le préserve pour de la conservation. Donc, c'est un outil décisionnel pour prendre en compte ces éléments-là. Comment on réalise le PRMHH? En fait, les MRC ont des principes clés à respecter, celui d'aucune perte nette, celui d'analyser le territoire par bassin versant et de considérer les impacts des changements climatiques dans les décisions. Il
Il y a plusieurs entités qui sont concernées. Donc, pour aider chacun à s'y retrouver, je vous passe en revue le rôle de chacune de ces entités. D'un côté, on a le gouvernement du Québec qui a pour rôle d'adopter le cadre légal et de fixer un délai pour s'y conformer. Le ministère de l'Environnement accompagne les MRC dans la réalisation du PRMHH et c'est le ministère qui approuve à la fin le document. Les municipalités régionales de comté, donc les MRC, réalisent soit à l'interne ou en sous-traitance les PRMHH et doivent aussi les arrimer à leur schéma d'aménagement. Les municipalités locales, une fois que la MRC procède au PRMHH, doivent ajuster leur planification et leur règlement d'urbanisme. Il y a aussi des organismes qui sont nommés dans la loi, donc les OBV, organismes de bassin versant, TCR, donc c'est les tables de concertation régionale, mais en gros, pour la Mauricie, on a des comités ZIP qui sont responsables de tout ce qui est gestion intégrée du fleuve et conseils régionaux de l'environnement, comme Environnement Mauricie. Donc, on est nommé dans la loi parce que nos équipes sont composées de professionnels de l'environnement et on est appelé à partager nos données, notre expertise sur les enjeux liés à l'eau. Les acteurs du milieu, eux, de leur côté, sont invités dans le cadre de consultations à exposer leur réalité et nommer des enjeux, puis contribuer à identifier des solutions possibles. Puis, les citoyens, leur rôle, c'est de s'informer de la démarche puis de participer en temps et lieu aux efforts de conservation. Donc, ce soir, c'est vraiment là, auprès des citoyens qu'on avait envie d'offrir une activité d'information. C'est vraiment une démarche collective. Donc, ce qu'on doit retenir, c'est que les MRC ont une obligation de faire cette démarche-là et de répondre aux critères du ministère de l'Environnement. En même temps, la cohabitation des usages, elle repose beaucoup sur l'acceptabilité sociale. Donc, c'est pour ça qu'il y a plusieurs initiatives de concertation pour consulter et informer les gens du milieu. Donc, ce que je viens de vous exposer, c'est le cadre avec lequel tout le monde au Québec doit composer. En Mauricie, je l'ai mentionné, là, les territoires qui forment notre région. Je vous présente sommairement l'organigramme dans lequel les joueurs ont chacun leur rôle. Il y a une table qui réunit toutes les MRC qui travaillent ensemble pour s'assurer d'avoir une certaine vision régionale. Et on a formé un consortium avec les OBB, Comité ZIP et le Conseil régional de l'environnement pour s'entraider et faciliter aussi une forme d'harmonisation aussi dans nos démarches. Donc, pour chaque territoire, il y a un répondant issu du consortium. Donc, on les appelle les porteurs locaux. Dans le cas de Masquinongé, c'est l'équipe d'Aubeverly qui est le répondant. À Trois-Rivières, c'est le comité ZIP Les Deux-Rives. Shawinigan réalise son plan à l'interne avec quelques portions qui sont données sous contrat. Pour les MRC Deschenaux et Mekinac, c'est la SEMBA. Et à la TUC, on a BVSM. Donc, vous allez avoir accès à cette présentation. Puis, si vous voulez retenir les coordonnées de ces gens-là, à ce moment-là, vous les aurez. La démarche se réalise en 4 étapes. Donc, rapidement, je vais vous les décortiquer. La première, c'est d'élaborer un portrait. Donc, au niveau du contenu, ce qu'on élabore, c'est une bonne connaissance du contexte de l'aménagement du territoire pour comprendre c'est quoi les pressions à la fois historiques, mais projections démographiques ou le type d'activité économique propre à la MRC, puis le contexte environnemental, donc au niveau des milieux humides et hydriques, qu'est-ce qu'on sait du territoire. Pour réaliser le portrait, la MRC collecte des données et conçoit essentiellement des cartes pour se faire une bonne connaissance de l'enjeu des milieux humides et hydriques. Ensuite, la deuxième étape, c'est le diagnostic. À cette étape-là, on se pose comme question, quels sont les milieux humides et hydriques d'intérêt, donc qui ont une valeur écologique ou qui répondent à un certain enjeu du territoire. Quels sont les enjeux et préoccupations à considérer, puis quelles méthodes on utilise pour les sélectionner et savoir lesquelles sont d'intérêt qui vont nécessiter un type de protection spéciale. Pour faire le diagnostic,
la MRC va procéder à une analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces du territoire. Et pour faire l'exercice, il y a différentes démarches de consultation pour avoir une participation du milieu. C'est à partir à la fois du portrait, mais aussi du FFOM que la MRC va développer une méthode pour sélectionner les milieux d'intérêt. Pour la troisième étape, on parle des engagements de conservation. Donc, c'est à cette étape-là que la MRC va justifier ses choix. Donc, pour aboutir à une meilleure conciliation des usages, elle va identifier quels sont les milieux qu'on va protéger dans l'état actuel, lesquels sont visés pour une utilisation durable, donc certaines pratiques qui sont admises, quel endroit on pourrait faire de la restauration de milieux humides et hydriques. De la création aussi qui est possible. Donc, pour la réalisation, ça va être vraiment le défi de trouver l'équilibre entre le développement et la conservation. Encore là, la participation du milieu, elle est importante pour l'acceptabilité sociale et cette démarche-là doit se faire dans une approche d'éviter, minimiser, compenser. Donc, ça veut dire que il faut le plus possible éviter de détruire le milieu humide hydrique, minimiser les dommages, puis ultimement, si on fait un choix comme quoi on le détruit, il y a une compensation qui doit être faite pour cette perte-là. La dernière étape, c'est la stratégie de conservation. Donc, en termes de contenu, dans le fond, c'est ici qu'on va préciser les moyens par lesquels là, les milieux humides et hydriques seront conservés. Ensuite, il y a un plan d'action et des mesures de suivi et d'évaluation qui doivent être précisées. Puis, pour sa réalisation, c'est sur une période de 10 ans et l'intérêt vers lequel les MRC doivent tendre, c'est de s'assurer qu'on bénéficie le plus possible des fonctions écologiques de ces milieux-là pour que le territoire soit résilient. Donc, ça me donne la vue d'ensemble de la démarche. Je rappelle que les MRC doivent faire cet exercice-là, elles ont jusqu'au mois de juin 2022 pour y arriver. Donc, c'est à la fois un état des lieux, une analyse, après ça, des grandes orientations pour l'adapter à la réalité du milieu et un plan d'action et de suivi sur une période de 10 ans. Donc, l'objectif général de cette démarche-là, c'est de vous informer. Je suis contente qu'il y en a plusieurs là, qui l'ont évoqué, que c'était leur motivation ce soir. Mais c'est aussi de vous consulter. Puis, je vais vous donner aussi un aperçu jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui a été fait comme type de consultation. À l'échelle régionale, l'année passée, en juin, il y a eu un webinaire avec une séance d'information. Maintenant, on est rendu, je vous dirais, pas mal tous les territoires là, sont à l'étape du diagnostic. Il y en a qui le terminent, donc sont au milieu, mais on voulait faire une consultation avant les engagements de conservation. Donc, le forum de ce soir, ça s'inscrit dans cette démarche-là et c'est souhaité qu'il y ait aussi une activité régionale vers la fin du processus. Chaque ville MRC et l'agglomération de la TUC a prévu aussi des activités locales, donc en fonction vraiment de la réalité de leur milieu. Il y en a qui sont en cours. Il y a plusieurs sondages qui sont actuellement disponibles en ligne. Donc, ça permet d'aller porter un regard là, sur des situations qui sont plus précises et spécifiques. Donc, ce soir, vous consultez sur quoi exactement? Ce qu'on veut entendre de votre part, c'est ce que les MRC devraient faire pour réussir le pari d'avoir un équilibre entre le développement et la conservation, puis aussi vous entendre sur l'acceptabilité sociale, mais à une échelle régionale, donc d'entendre vos témoignages, votre vision, des idées pour y arriver. Donc, je l'ai évoqué, ce qu'on vous propose, c'est d'accéder à un questionnaire qui est en ligne. Vous allez voir, il y a quelques questions, il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a quelques-unes qui visent ces deux objectifs-là.
Il n'y a aucune question qui est obligatoire. Donc, si jamais il y en a pour lesquelles vous vous sentez moins inspiré, vous pouvez la sauter puis répondre seulement à celles qui vous inspirent le plus. S'il y en a qui veulent répondre à l'ensemble du questionnaire, là, évidemment, c'est bienvenu. Puis, dans le questionnaire qu'on va vous soumettre, il y a aussi les informations concernant les activités locales qui sont à venir. Donc, par exemple, ceux qui s'intéressent à la MRC de Masquinongé, il y a de l'information là, sur de quelle manière vous pourriez contribuer là, plus concrètement à cette échelle-là. Valérie, je t'invite dans la zone de chat à rendre accessible le lien pour faire la consultation. Puis, donc, ceux qui veulent tout de suite y aller, bien, je vous invite à le faire. Autrement, bien, on en serait à la période de questions. Donc, c'est le moment où moi, je prends une pause, je parle moins et j'invite les gens là, qui veulent s'exprimer ou aller chercher des informations pour clarifier aussi cette démarche-là, à le faire. Considérant qu'on est 19, je vous invite à simplement activer votre micro puis à poser votre question. Voilà. Merci pour votre écoute. Merci, Sébastien. S'il y en a qui ont... En fait, s'il n'y a pas de questions, on va laisser quand même du temps là, pour que les gens se dégainent, mais ça peut être aussi des commentaires à nous partager. Dominique? Moi, je vais briser la glace. J'en ai une question, mais ce n'est pas pour toi. C'est pour les gens qui sont là. Trouvez-vous que vous avez assez d'informations sur les milieux humides et hydriques? Trouvez-vous que vous avez l'information suffisante pour pouvoir déterminer quand vous en voyez un, puis quand vous êtes dans un milieu, si c'est un milieu humide et hydrique, vous trouvez-vous bon là-dedans, dans l'identification des milieux humides et hydriques? Peut-être m'exprimer, là. En fait, je ne suis peut-être pas la personne la mieux placée pour répondre, mais en fait, c'est que en fait, c'est juste pour dire que je travaille déjà un petit peu dans le milieu, étant donné que je suis chargé de projet en aménagement dans une autre MRC qui est dans l'Anaudière. Mais là, j'habite à Trois-Rivières maintenant. Bref, je vais faire une histoire courte, mais ça me fait juste penser parce que j'ai parlé à quelqu'un qui vient en fait, qui sont en processus de se construire là, dans le coin de Pointe-du-Lac. Puis, bon, je suis dans les PRMHH un peu aussi en ce moment avec d'autres membres de mon équipe là, au niveau du volet aménagement. Puis c'est ça, j'ai juste soulevé la question. Ah, OK, intéressant, Pointe-du-Lac, je sais qu'il y a quand même pas mal de milieux humides dans le coin. Là, j'ai juste demandé, ah ouais, est-ce que c'est proche de milieu humide? Puis il m'a juste dit, c'est quoi un milieu humide? Puis pourtant, bon, c'est quelqu'un qui a un certain niveau d'éducation, il est au doctorat, puis bon, je veux dire, il est très bon dans son domaine, mais après, c'est pas tout le monde, puis ça veut pas dire qu'on a un gros background, une grosse scolarisation, qu'on connaît tous c'est quoi un milieu humide. Même moi, en fait, je suis géographe de formation, puis je dois dire que c'est pas toujours évident, puis je pense que, ça saute pas tout le temps aux yeux, puis il faut vraiment faire une analyse plus poussée sur le terrain pour voir, comme vous disiez, plutôt le type de végétation présent, puis parce que l'eau ne va pas nécessairement affluer là, tout le temps, c'est vraiment cyclique. Puis le commun des mortels n'est pas capable de vraiment identifier, même ceux qui sont un peu avisés, pour identifier ça. Fait que je pense qu'effectivement, il y a de la sensibilisation et beaucoup d'éducation à faire sur qu'est-ce que ça peut être. Puis déjà, si on peut faire en sorte que les gens vont avoir le réflexe de se poser la question, bon, est-ce qu'il pourrait y avoir un milieu humide ou non? Dans certains secteurs, ou bon, quelqu'un qui a un projet de développement dans un coin. Déjà, ça serait la première étape, là, je pense, pour que les gens soient sensibilisés et qu'ils prennent une bonne décision. Mais enfin, c'est un peu mon commentaire pour les milieux humides. Puis bon, souvent, je pense que ça peut rimer aussi avec des secteurs plus boisés ou plus naturels. Je pense que les gens, déjà, quand il y a des secteurs qui sont mieux préservés d'un point de vue écologique, ça peut envoyer un signal que peut-être qu'on pourrait avoir des contraintes là, à ce niveau-là. Donc, ouais, c'est à peu près ça que je voulais dire. Merci, Guillaume, pour ce partage. Est-ce qu'il y en a d'autres qui aimeraient se lancer sur
Fait que finalement, c'est une période de questions, mais c'est nous qui vous posons des questions. J'aime beaucoup le revirement stratégique de Dominique. Est-ce qu'il y en a d'autres qui aimeraient se lancer sur une question? Où sentez-vous à l'aise d'identifier un milieu humide ou un milieu hydrique avec votre connaissance actuelle? J'en ai une autre question d'abord. Vas-y, je t'en prie. C'est lequel votre milieu humide ou hydrique préféré en Mauricie, maintenant? Si vous avez à en choisir un, là. Les rivières et les lacs comptent. Moi, je Donne pas d'indice, Lauriane. Moi, j'ai découvert récemment la rivière Millette, en fait. Là. Puis, tu sais, je viens de Trois-Rivières, puis je viens de me réinstaller dans la région, puis en fait, à Trois-Rivières même. Puis, j'ai pas croire qu'il n'y avait jamais personne qui m'avait montré ce coin-là. Puis, j'ai trouvé vraiment que c'était un milieu particulièrement impressionnant, là, qui est en plein milieu de la ville, puis qui n'était pas si connu que ça, en fait, là, étant donné que je ne sais pas si ça fait longtemps que ça a été un peu aménagé. Je pense que c'est comme des citoyens qui ont plus aménagé initialement le coin parce que c'était sur l'emprise d'Hydro-Québec là, ou quelque chose comme ça. Mais ouais, le boisé Millette, je trouve que c'était vraiment, pas le boisé, la rivière Millette, c'était vraiment une belle surprise pour moi. Quelqu'un d'autre? Je vais peut-être me lancer. Moi, je dirais que c'est difficile à choisir. Je suis déchirant entre les rivières et les tourbières. Parce que les rivières, j'aime bien ça pour aller à la pêche, mais les lacs aussi, là, mais pour la pêche. Là. Mais là, genre, je travaille pour Nature Action Québec, puis on est actif dans la tourbière Red Mill. C'est tellement un beau coin, puis il y a tellement de belles plantes intéressantes. Fait que j'ai un point faible pour les tourbières. Je peux pas me le cacher. Madame Bourget? Je salue Sébastien, ça c'est en passant. C'est la première fois qu'on se voit, on ne se rencontre pas. Là, mais on s'est En parlé personne, par on courriel. s'écrit, là, mais Ouais, c'est ça. Bien, pour moi, c'est la rivière Saint-Maurice, puis aussi le bord du fleuve Saint-Laurent, que je trouve très beau. Là, je trouve qu'il y aurait peut-être même de l'amélioration à faire sur le bord de la rivière Saint-Maurice. Personnellement. À quelle hauteur, Madame Bourget? À la hauteur des développements là, où il y a l'amphithéâtre. On sait qu'il y a beaucoup d'enrochements. Je trouve ça vraiment triste. On voit souvent des pêcheurs dans ce coin-là. Et je trouve ça un petit peu triste de voir tout l'enrochement qu'il y a le long de la rivière Saint-Maurice à ses débuts. Pour ça. Merci, Madame Bourget. Julie Baudin. Ah, puis il y a Hélène après, je pense. Puis Philippe, on reviendra à votre question là, dans le chat, je l'ai bien vu. Oui, m'entendez-vous? Oui. OK. Moi, je demeure au lac à la Tortue, donc c'est près de la tourbière, Saint-Narcisse. Moi, je me demandais, une tourbière, est-ce que c'est un milieu à protéger ou c'est déjà un milieu protégé? Parce que des fois, il y a des 4 roues, des motoneiges, du monde qui circule, des fois même en raquette l'hiver. Est-ce que c'est quelque chose qui peut perturber? Est-ce que c'est quelque chose qui a déjà des lois qui disent non, c'est déjà un milieu protégé? Je me posais la question. Merci pour votre question. Est-ce que du côté du consortium ou de la Ville MRC, vous voulez répondre? Moi, je peux y aller, peut-être une réponse un petit peu générale, mais en fait, je dirais que c'est un milieu à protéger. Mais il y a certaines activités qui sont présentement permises par la réglementation. Je ne peux pas vous dire exactement toutes les activités, mais il y a un règlement justement là, qui concerne les activités permises dans les milieux humides et hydriques qui est relativement récent justement par rapport à toute la nouvelle législation. Puis donc, il fait mention de la mémoire des véhicules récréatifs. Donc, il y a certaines choses qui vraiment sous gouverne d'une loi, d'un règlement gouvernemental. Mais c'est sûr que ça reste un milieu à protéger qui ferait partie de l'ADNH des PRMH.
Et si je peux me permettre, là, Vas-y, si on Maria. parle un petit peu plus spécifiquement là, de la tourbière du lac à la Tortue, elle est répartie là, dans la MRC des Chenaux, de Mekinac, ainsi que dans la ville de Shawinigan. Là. Donc, c'est vraiment une grosse tourbière. C'est la plus grosse tourbière là, des Basses-Terres des Saint-Laurent. Donc, c'est sûr que ça aussi, c'est pris en compte dans le cadre des PRMHH en termes de taille de ce milieu humide et hydrique-là. En ce qui concerne là, le type de conservation qu'on veut ou qu'on va faire, ça va être encore à déterminer là, dans le cadre du PRMHH qu'on va regarder qu'est-ce qui va être fait là, par rapport à ce type de milieu humide-là actuellement. Là. Sébastien, est-ce que c'est sur cette question-là ou c'est oui, une autre question? je veux juste faire du pouce sur cette question-là parce que je sais que Conservation de la Nature Canada protège une bonne partie de la tourbière de la Tortue, mais ça m'échappe à quel point, quelle portion de la tourbière que c'est protégé, puis comment ça va être pris en compte dans le PRMHH. Je peux encore une fois répondre à ça. Nous, dans le fond, on travaille, on a pris en compte là, justement les secteurs qui sont déjà conservés par des organismes de conservation, que ce soit à l'échelle provinciale ou au niveau notamment là, justement la Conservation de la Nature Canada. On a communiqué avec eux là, pour avoir les endroits où est-ce qu'ils sont directement, là, où est-ce qu'ils ont conservé, où est-ce qu'ils sont propriétaires de la tourbière. Donc, c'est assurément inclus dans le cadre du PRMHH. Puis, on va légalement l'intégrer dans le cadre des forces, faiblesses, opportunités, menaces. Donc, ça va être une force d'avoir des portions là, qui sont conservées là, à ce qui concerne là, de la tourbière du lac à la Tortue. Là. Oui, je pourrais rajouter quelque chose? Oui. OK, bien, je trouvais que ce serait le fun qu'il y ait plus d'informations sur l'importance, justement, dans les journaux, là, exemple, l'importance de protéger la tourbière, de faire attention, d'informer les gens à quoi ça sert, plus d'informations pour général, pour monsieur tout le monde, via les médias, là, pas juste Internet, mais les journaux, les petits pamphlets, peu importe, là, mais j'ai l'impression que moi, ça fait pas tellement longtemps que je suis dans le coin, puis il y a plein de monde encore qui ne savent même pas là, que c'est une tourbière. Plus d'informations. Puis, si je peux me permettre, j'ai envie de vous relancer là-dessus, Mme Baudin, parce que dans le questionnaire en ligne, ça fait partie des éléments de questions sur lesquels on a envie de vous entendre. La question de la sensibilisation, puis d'éduquer aussi les citoyens par rapport au rôle des milieux humides et hydriques, ça revient souvent. Dans le cas de la tourbière que vous avez identifiée, ou ce que vous observez, d'après vous, ce serait quoi le type de communication qui fonctionnerait bien? Vous avez évoqué les médias, mais est-ce que vous pensez à d'autres canaux de communication, une manière de rejoindre les citoyens pour leur permettre de prendre conscience là, de ces milieux-là et de leur rôle? Bien, c'est sûr, comme je vous disais, c'est sûr, comme ici, il y a des associations. Là, il y a comme le groupe Ensemble au lac à la Tortue. C'est des choses d'informations qui pourraient circuler via ça. Il y a aussi une association des propriétaires riverains. Ils ont aussi leur page Facebook. Fait que par eux autres aussi, ça serait le fun d'être informé de ça. Aussi, il y aurait peut-être des petites journées, comme là, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer au parc, là, des jeux d'eau et tout. Il pourrait avoir comme un petit kiosque telle journée, puis il y aurait des responsables là, de l'environnement et tout, de votre équipe qui serait là, puis qui pourrait répondre aux questions, puis montrer des choses, pour les enfants, un peu qu'est-ce qu'ils font au parc national, là, les journées thématiques. Ça peut être une façon aussi de sensibiliser les gens, puis de répondre aux questions. C'est une vient comme ça. Là, merci, c'est des bonnes... On va sûrement trouver d'autres choses. C'est des bonnes suggestions. Merci. Merci beaucoup. Il y a dans la zone de chat une question qui est posée par Philippe Giroul. Est-ce que vous voulez la poser de vive voix ou vous voulez que je la lise? Donc, on nous demande, allez-vous considérer la protection intégrale de la biodiversité des milieux humides et hydriques?
Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer pour tenter une réponse par rapport à cette question-là? Quand on parle d'intégral, parce que ce que vous voulez dire, c'est intégral dans le sens en fait, où on prend toutes les sphères en fait, d'un milieu humide ou hydrique. Là, là, on peut rappeler le principe en fait, de la loi sur la conservation des milieux humides et hydriques, c'est que normalement, on doit atteindre le zéro perte nette. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'en théorie, là, on ne peut plus détruire des milieux humides. S'il y a de la destruction de milieux humides, eh bien, il va falloir compenser pour les milieux humides perdus ou hydriques. Là. Donc c'est un vaste souhait. C'est sûr que ça va être des défis ça, pour demain, parce que c'est pas facile de remplacer forcément des milieux humides qui seraient dégradés. Il ne faut pas oublier aussi que puis Lauriane en a parlé, là, le principe du éviter, minimiser, compenser. Puis ça, c'est bien enchâssé aussi dans la loi. C'est-à-dire que dans la première des choses, il faut éviter en fait, d'aller jouer dans les milieux humides et hydriques. Soit on minimise notre impact. Puis si après, on va dans la compensation, ça, c'est une autre démarche. Là. Et puis, c'est des démarches là, qui sont c'est des normes de certificat d'autorisation auprès du ministère. Puis, c'est des démarches assez lourdes. Là. Puis après, s'il y a des travaux qui sont faits dans les milieux humides et hydriques, il y a de l'argent qui est envoyé dans un pot là, qui sert après, en fait, pour faire de la création, restauration de milieux humides et hydriques. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question, là, mais pas vraiment. Oui, Hélène. En fait, quand vous parlez de compensation, c'est ça, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut compenser lorsqu'on détruit un milieu humide? Puis tout à l'heure, quand vous aviez posé la question, dans le fond, comme l'endroit là, qui mettons, disons, qui nous tient à cœur, la rivière Saint-Maurice, est-ce que le comité ZIP touche aussi à la rivière Saint-Maurice? Parce que il y a une dame tout à l'heure qui en parlait, il se passe un petit peu, on dirait n'importe quoi avec ça. Fait que je me demandais, oui, le comité ZIP pour le fleuve, mais est-ce qu'il se passe des choses pour la rivière? Puis c'est ça, ça fait quelques fois qu'on entend compenser. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour compenser? Donc déjà, pour faire le point, parce qu'il y a Stéphanie qui voudrait peut-être répondre, parce qu'il y a un organisme de bassin versant, c'est Bassin versant Saint-Maurice, qui s'occupe du Saint-Maurice. Et puis, donc, nous, on est sur le fleuve. C'est sûr que des fois, il y a un chevauchement des organismes aussi. Puis, bon, on a une bonne entente entre organismes de gestion intégrée de l'eau, donc il n'y a pas de problème. Là. Mais donc, il y a un organisme de bassin versant, c'est Bassin versant Saint-Maurice. C'est Stéphanie qui est là, Stéphanie Chablin, qui est la directrice de l'organisme. Et puis, c'est ça pour le fait que ce qui se passe au niveau de la rivière Saint-Maurice, nous, les organismes de conservation, on n'a pas vraiment de rôle de pouvoir là-dessus. On peut faire de la sensibilisation, on peut faire des actions, on peut aller chercher du financement pour des projets, etc. Mais on ne peut pas vraiment tout le rôle d'encadrement. Après, c'est plus au niveau municipal, provincial. Que ça se passe. Là. Puis, donc là, on ne peut pas, nous, agir à ce niveau-là. Là. Ouais. Et puis, oui, j'oubliais pour la compensation. Oui, c'est ça. Je suis un peu fatigué de ma journée. On a commencé tôt ce matin, là, puis j'ai l'impression que ça se mélange un peu dans ma tête. Mais donc, c'est ça pour la compensation. Mais il y a différents moyens de compensation. C'est sûr que pour certains milieux humides ou hydriques, c'est plus facile de compenser que d'autres. Je pense notamment à une tourbière. Les tourbières qui ont été créées, puis que ça fait 10 000 ans et au-delà qui sont là, c'est dur à recréer. Certains milieux, par contre, sont plus faciles à recréer au niveau ce qu'on appelle des fonctions écologiques, là. Par exemple, je ne sais pas s'il y a des milieux humides dont la fonction écologique qui n'était pas forcément un milieu humide très riche là, en termes de biodiversité, mais que son rôle était vraiment par rapport aux inondations. Mais ça peut être recréé, mettons, ça peut être des noues engazonnés, des petits milieux en fait, qui vont servir en fait, pour favoriser l'infiltration de l'eau puis réduire les impacts là, en fait, par rapport au changement climatique, puis quand il y a des grosses averses, etc. Donc ça, c'est des moyens de compensation. Il peut y en avoir d'autres aussi, mettons, je ne sais pas, en milieu agricole, s'il y a des cours d'eau agricoles qui ont été c'est ça peut être
il y a plein de moyens, en fait, de le faire, là. Mais c'est ça, éviter, minimiser, compenser doit prendre sa séquence quand même, parce que c'est plus facile d'éviter que de compenser quand même. Est-ce que, Guillaume, est-ce que je me trompe ou dans la compensation, il y a aussi un fonds dédié où, par exemple, un promoteur ou même une municipalité ou qui décide d'une certaine manière de sacrifier un milieu humide en disant, bien, on va faire une construction à cet endroit-là, mais on va compenser. Donc, il y a une obligation de mettre de l'argent dans un fonds. Et il y a un montant dédié là, qui est déterminé là, selon une méthodologie, là, mais il y a un fonds dans lequel il y a de l'argent qui est accumulé et cet argent-là est ensuite réutilisé pour soit créer de nouveaux milieux ou restaurer des milieux à certains endroits ou venir protéger sans doute dans certains milieux. Donc, il y a cet aspect-là aussi de la compensation. Oui, c'est le programme de restauration, création de milieux humides et hydriques, là, qui est, en fait, à chaque fois qu'il y a des travaux qui sont faits dans les milieux humides et hydriques, là, donc il y a de l'argent justement qui est versé dans ce fonds-là, puis qui est versé après au niveau de, normalement c'est versé le plus près possible, en fait, le plus près possible, c'est dans la région où ça a été, où ça a déjà, où il y a eu l'intervention. Dominique, tu voulais faire du coup cette je voulais juste ajouter un détail là, qui, pour nous, qui travaillons là-dedans depuis un matin de bonne heure, c'est évident, là, mais juste pour être sûr que tout le monde le comprenne bien, là, la mécanique que Guillaume et Lauriane ont discuté là, de possibilité de détruire un milieu humide sous condition de le restaurer ou de l'aménager plus loin. Ce n'est pas la ville qui décide ça. Ce n'est pas le plan régional de milieu humide milieu humide et hydrique qui va déterminer ça. Tout ça, c'est encadré par le ministère de l'Environnement. Donc, demain matin, si vous avez un milieu humide sur votre terrain, vous ne pouvez pas décider de le détruire. Ça rejoint aussi un peu la question d'une autre personne de tantôt là, qui demandait c'est-tu protégé ou c'est à protéger? Bien, la loi, là, elle les protège, les milieux humides aujourd'hui, au sens où pour aller faire une activité à l'intérieur ou pour les modifier d'une certaine façon, on est obligé de demander une autorisation au ministère de l'Environnement qui, là, eux, ils appliquent toute la séquence puis tous les critères dont on discute depuis tantôt. Donc, ça va rester. Donc, cette protection-là légale qui existe aujourd'hui, qui est encadrée par la loi sur la qualité de l'environnement, ça existe aujourd'hui, puis ça va rester, même quand on aura les plans régionaux des milieux humides et hydriques, là, il va encore avoir cette exigence-là de la loi d'aller chercher l'autorisation. Merci, Dominique. Il y a Sébastien Lévesque qui lève la main. Oui, moi, j'ai une question, ça me fait penser un peu au... comment est-ce que les PRMHH vont prendre en compte les agriculteurs puis les terres agricoles, justement, il y a certaines régions qui ont plus été, on va dire, drainées ou modifiées, qui seraient considérées comme des milieux humides. Ma question, comment est-ce que les plans régionaux vont prendre en compte ces milieux humides-là historiques dans les projets de restauration ou de compensation? Est-ce qu'il y a quelque chose à cet effet-là? En milieu agricole, c'est sûr que c'est assez complexe, là, puis on va avoir des défis justement en milieu agricole, c'est par rapport à notamment la protection du territoire agricole, là, ça va être des défis pour demain, justement, pour recréer peut-être des milieux humides et hydriques là. Mais il y avait des discussions qui étaient faites avec le ministère et puis donc justement la CPTAQ, là, pour le nommer, là, afin de trouver des solutions là, pour que ça puisse se faire. Mais je pense que oui, il y aura, mettons, certainement au moins de la restauration de milieux humides en fait en milieu agricole. Après, de la façon dont ça va se faire, on ne sait pas trop encore. Là, puis c'est un défi. C'est sûr, c'est un défi. J'ajouterais, je suis fatigué. J'ajouterais que le défi là-dedans aussi, retourner dans le passé là, pour savoir combien il y a eu de pertes de milieux humides, ça va être assez difficile là,
par endroit parce qu'il y a beaucoup d'endroits où l'information n'est pas nécessairement disponible à un niveau suffisamment fin là, pour pouvoir faire ce calcul-là ou cette évaluation-là. Là. Donc, il y a des... puis là, les plans vont tous, les PRHH vont tous prendre ça en compte, évidemment. Là, puis des fois, ça va être seulement une évaluation un peu qualitative. Là, je dirais que qu'on sait que historiquement, il y avait des grandes tourbières, puis on se rappelle de certains usages, mais il y a peu de situations où, d'après moi, on va être capable de mettre une carte à côté de l'autre puis de dire il y en a 37,2 % de moins. Là. Ça va être assez rare, à mon avis. Monsieur Leclerc? Oui, j'avais une question à savoir, dans les plans régionaux, s'il y avait pas une vision ou un plan, du moins, ou une idée, ceux qui sont affectés par des petits barrages, des retentions d'eau qui affectent les milieux humides, qui affectent la collectivité, je veux dire indirectement le milieu humide, le milieu hydrique, vu la responsabilité, si le barrage c'est un privé, parce que je sais qu'il y a la question de la loi, il y a la question du ministère de l'Environnement, parce qu'on fait toujours ici au lac Aperchaud, dans un barrage, on fait le permis hydrique annuel. Mais est-ce que dans les plans régionaux, il va y avoir quelque chose? Parce qu'on sait qu'il y a plusieurs petits propriétaires de barrages et qui affectent indirectement les milieux hydriques directement. Est-ce que quelqu'un a une idée? Ce que je pourrais dire, c'est que de toute façon, actuellement, on est en train de faire justement, comme Lorraine avait expliqué dans les démarches qu'on fait au niveau du PRMHH, on fait les forces, faiblesses, opportunités, menaces. Et puis, les barrages sont considérés là-dedans parce qu'on a, notamment, il y a le répertoire des barrages, en fait, du centre d'expertise hydrique là, du ministère de l'Environnement. Donc, on a un certain nombre de barrages dessus. Au niveau de la ville de Trois-Rivières aussi, on a un certain nombre de données sur les petits barrages là, qui ne sont peut-être pas dans le répertoire, là, puis qui sont recensés aussi. Mais tout ça pour dire qu'on les considère en fait dans l'équation, parce que oui, ces petits barrages-là ça a forcément un impact sur les petits milieux hydriques, là, les cours d'eau. Donc c'est un obstacle à la continuité écologique. Donc pas forcément, il y a les poissons aussi qui peuvent pas circuler, mais il y a aussi, en fait, ça fait de la rétention de sédiments, ce qui fait que après ça peut créer en fait des érosions en aval, etc. Donc c'est considéré. Alors après, qu'est-ce qui va découler de ça? Ça, c'est difficile à dire là tout de suite. Là, il y a la loi sur la sécurité des barrages qui encadre déjà en fait ces aménagements-là. Pour les petits barrages, c'est sûr qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'impact pour les propriétaires. Les propriétaires aussi ont des responsabilités légales par rapport à l'entretien de leurs ouvrages. Puis s'il y a des impacts, maintenant, si l'ouvrage il lâche, ils sont tenus pour responsables. Donc, je ne sais pas s'il y aura vraiment je ne sais pas s'il y aura après, il pourra y avoir, mettons, dans le plan d'action, il pourrait y avoir, mettons, si c'est un enjeu qui ressort après, parce que là, on n'est pas rendu là, si c'est un enjeu qui ressort, il pourrait très bien y avoir, en fait, je sais pas, de la sensibilisation des propriétaires de barrages pour bien qu'ils en prennent soin, ou alors pour éviter des flushs d'eau trop souvent. Ça peut être des affaires comme ça. Mais ça, pour l'instant, on n'est pas rendu à ça. Si c'est un enjeu qui ressort, oui, ça serait quelque chose qui pourrait être traité. Parce que, si je peux me permettre, Guillaume, là, dans le fond, dans l'exercice du portrait, c'est à peu près à cet endroit-là qu'on les identifie. Puis après ça, dans l'analyse des forces, faiblesses, opportunités, menaces, il y a un exercice d'analyse à quel endroit ou quels sont les enjeux écologiques aussi propres du territoire. Donc, si la question des barrages ressort et à certains endroits, la séquence logique, c'est que dans des orientations, de le prendre en compte, qu'est-ce qu'on fait, puis ça se décline ensuite dans le plan d'action. Donc, la séquence serait la suivante. C'est ça. Nous, on a comme on a découpé le territoire en différentes unités d'analyse. Et puis, par exemple, il peut y avoir la CERT, on parlait de Millette tout à l'heure, c'est des unités d'analyse qu'on prend. Puis si c'est un enjeu qui ressort dans une unité d'analyse, après, c'est ça. Après, on va pouvoir voir, mettons, après dans la stratégie des engagements de la ville, puis après du plan d'action, s'il y a des choses qui peuvent être faites en ce sens-là. Merci pour la clarification. Merci.
On a presque terminé. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires que vous aimeriez poser avant qu'on se laisse, Sébastien? Ben, il y a toujours je pense il y a toujours une question dans le chat là, qui a été précisée. Donc, M. Géroul, par rapport à la réponse que vous avez obtenue, si vous voulez mettre l'accent sur la question de la biodiversité dans la démarche des PRMHH, est-ce que vous voulez vous exprimer pour qu'on comprenne qu'est-ce que vous voulez savoir exactement? Votre micro est coupé. Votre micro est coupé, monsieur. Je vais voir si je peux vous l'activer. Non, je ne peux pas activer. Voilà, mon micro est ouvert. Oui. Ma question précédente là, réfère aux politiques municipales, Trois-Rivières, Shawinigan et La Tuque, qui payent très cher une compagnie pour engager, qui détruit partiellement la biodiversité. La question, c'est quoi? La question, est-ce que vous allez considérer la protection intégrale de cette biodiversité dans les démarches que vous faites avec le programme pour les milieux humides et hydriques? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer pour une tentative de réponse plus axée sur la biodiversité? Et on a compris le BTI, qui est l'insecticide là, qui vise les larves de moustiques qui étaient pendues dans les milieux humides et hydriques. Mais si c'est concernant le BTI, donc en fait, c'est sûr que nous, c'était ressorti déjà, puis lors de précédentes consultations, donc ça fait partie d'une préoccupation en fait de plusieurs groupes de citoyens. Donc c'est sûr que c'est pris en compte dans le PRMHH. Là, donc étant donné que ça fait partie des préoccupations, c'est sûr qu'on va l'intégrer dedans. Merci. Donc, comme avant qu'on se laisse, j'ai envie de vous lancer un dernier Mentimeter. Donc, je vous invite à cliquer dessus et à répondre à cette question en un mot avant qu'on se laisse. Maintenant que vous avez passé une soirée en agréable compagnie, ça a été confirmé. Si vous aviez à mettre un mot sur l'état dans lequel vous repartez ce soir, lequel serait-il? Je pense que le même lien que tantôt a été envoyé, pas pour le Mentimeter. Ouais. Bon, attendez. On va la voir. Ah non, c'est le même. Mais ce n'est pas le même lien. Ça devrait être une autre question. Moi, ça avait fonctionné. Ouais. Est-ce que ça fonctionne? On a Valérie qui dit oui et les autres qui semblent dire non. Personnellement, ça me donne le lien du sondage. Le lien du sondage. Ah, c'est parce que je l'ai envoyé à Valérie seulement. Ouais. Voilà. Ça fonctionne, mais il faut faire un refresh là, pour ceux qui avaient déjà leur page d'ouverte avant. Juste... Non, mais c'est vraiment que le lien, là, je l'avais partagé dans le chat seulement à Valérie. Ah, ça fait bien. Je pense que tu peux repartager ton écran, Lauriane. Ah oui, OK, il y a juste moi qui prends le plaisir. Ouais, c'est ça, je t'ai pour dire. Tu nous gardes la surprise, là, tu nous gardes... Mais non, c'est le fun, on les voit entrer là, comme ça. Donc, confiant, très intéressant. Merci beaucoup qu'on devine, sensibilisé, un peu plus renseigné, fatigué, la suite. Fatigué, c'est Guillaume, là. Ça, c'est Guillaume qui écrit ça, je suis sûr. Oui, mais en fait, on était plusieurs ce matin à rencontrer les groupes socio-économiques et les élus municipaux par rapport à cette démarche-là. Donc, l'espoir éducatif, satisfait, sensibilisé, bien, super. Merci. Merci de nous partager ça avant qu'on se laisse. Merci d'avoir été là.
en ce jeudi soir. Donc, on a vos adresses courriel, on va vous envoyer la présentation. Puis, encore une fois, là, je vous invite à remplir le questionnaire. On a pris en note la discussion aussi, les questions et les réponses. Puis, si jamais là, vous avez de l'intérêt pour des activités locales pour une MRC ou une ville en particulier, à ce moment-là, dans le questionnaire, on vous invite à le signifier, puis vous aurez de nos nouvelles. Donc, merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée. Merci.